En 2023, le Burkina Faso renverse une habitude stratégique ancienne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays lance la production locale d'équipements militaires et un paradoxe s'impose. En 2 ans, les importations chutent d'environ 73%, alors que plus de 12 000 emplois directs se forment avec près de 200 millions de dollars réinjectés et des recettes fiscales en hausse de 18%. Que vaut cette autonomie si fusils, munitions, drones et blindés sortent plus vite que ne progressent les standards, les audits et la sécurité des sites dans un Sahel déjà sous tension? Pour certains, c'est déjà un modèle africain, pour d'autres, cela reste un rêve encore inachevé. Ce qui suit a un objectif simple: comprendre ce que change réellement la production militaire locale pour un État sahélien, au-delà de l'annonce politique. L'intérêt est double. D'un côté, mesurer les gains concrets en souveraineté, en emploi et en finances publiques. De l'autre, identifier les risques industriels, sécuritaires et diplomatiques qui accompagnent une telle rupture. Le projet porté par Ibrahim Traoré engage des ressources, des institutions et une crédibilité nationale sur le long terme. Il ne s'agit pas seulement d'usines ou de chaînes d'assemblage, mais d'un repositionnement stratégique qui affecte l'armée, l'économie et la place régionale du pays. L'enjeu est donc de distinguer ce qui relève d'un effet d'annonce de ce qui constitue une transformation structurelle durable. Quel mécanisme explique la baisse rapide des importations? Comment les emplois créés se traduisent-ils en compétences transférables? Et à quelles conditions cette trajectoire peut-elle être consolidée sans fragiliser d'autres priorités publiques? Les lectures factuelles permet de dépasser le débat idéologique. La rupture ne se lit pas dans les discours, mais dans un indicateur précis. Entre 2022 et 2024, les importations militaires reculent d'environ 73%, un basculement rare pour un pays sahélien. Dans le même temps, plus de 12 000 emplois directs émergent autour d'ateliers nationaux, signalant que la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré dépasse l'effet d'annonce et s'inscrit déjà dans l'appareil productif. Pour comprendre cette accélération, il faut revenir au point de départ. Avant 2023, le Burkina Faso dépendait presque entièrement de fournisseurs étrangers pour ses besoins d'armement. Les délais de livraison, les coûts élevés et les aléas géopolitiques limitaient la capacité opérationnelle de l'armée. Chaque perturbation extérieure se traduisait par une fragilité intérieure. Cette dépendance structurelle constituait à la fois une contrainte budgétaire et un risque stratégique. Le tournant intervient avec la décision de créer des zones industrielles dédiées à la défense. Des sites de production sont progressivement installés, notamment à Kouougou, où des ingénieurs formés à l'étranger adaptent des technologies existantes aux contraintes locales. Presse hydraulique, lignes d'assemblage et logiciels de contrôle qualité forment l'ossature d'une industrie naissante. Les premières productions restent modestes mais régulières. Munitions, fusils, drones et véhicules blindés sortent désormais des chaînes nationales. Ce contexte éclaire le choix politique. En lançant ce projet, Ibrahim Traoré ne vise pas seulement une substitution aux importations, mais une reconfiguration du rapport de force économique. Les fonds auparavant envoyés à l'extérieur sont réorientés vers l'investissement local, créant un effet d'entraînement sur la formation technique, la logistique et la maintenance. Cette dynamique explique la rapidité des résultats observés. Reste une question centrale. Cette montée en puissance industrielle est-elle suffisamment robuste pour résister aux pressions sécuritaires, diplomatiques et aux exigences de qualité internationale? Ou n'est-elle qu'une fenêtre d'opportunité fragile?
Dans les ateliers nouvellement installés, la transformation se lit à hauteur d'homme. À Kouougou, des techniciens burkinabés, parfois formés à l'étranger, deviennent les médiateurs entre une ambition politique et une réalité industrielle encore fragile. Leur rôle n'est pas symbolique, ils adaptent des procédés importés, ajustent des machines et traduisent des standards internationaux en pratiques compatibles avec le terrain local. Cette phase d'apprentissage conditionne la crédibilité de l'ensemble du projet porté par Ibrahim Traoré. Un premier exemple illustre cet impact précoce. Dans une unité de fabrication de munitions, les cadences ont d'abord été limitées par des taux de rejet élevés. En quelques mois, grâce à des audits internes et à des formations ciblées, ces taux se rapprochent de références observées dans des industries plus anciennes. Le gain n'est pas seulement technique, il réduit les coûts et sécurise l'approvisionnement de l'armée. Un deuxième exemple concerne la maintenance. Là où les équipements importés restaient parfois immobilisés faute de pièces ou de délais logistiques, des équipes locales assurent désormais des réparations rapides. Cette capacité diminue la dépendance opérationnelle et améliore la disponibilité du matériel, un effet immédiat sur la sécurité nationale. Ces impacts restent partiels, mais ils montrent comment une décision stratégique se traduit en bénéfices tangibles. Les emplois créés ne sont pas uniquement des chiffres agrégés. Ils correspondent à des compétences nouvelles, transférables vers d'autres secteurs industriels. À ce stade, le projet démontre une chose essentielle. Le changement n'est crédible que s'il fonctionne au quotidien. L'activation du projet commence par une décision formelle. En 2023, un décret lance la création de zones industrielles de défense, avec un objectif clair: produire localement ce qui était jusque-là importé. Ce point de départ marque une rupture administrative et budgétaire. Les crédits sont redéployés, les sites identifiés, les premières équipes constituées. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État assume un pilotage direct combinant urgence sécuritaire et calendrier industriel resserré. Le message est sans ambiguïté: réduire la dépendance vite. La phase suivante est celle de la montée en charge. Les ateliers s'équipent progressivement en presse hydraulique, lignes d'assemblage et outils de contrôle qualité. Les premiers mois sont marqués par des ajustements constants. Les volumes restent limités, les défauts fréquents, les chaînes parfois à l'arrêt. Pourtant, la production démarre. Des lots de munitions, puis des fusils, ensuite des drones et des véhicules blindés sortent des ateliers. Chaque étape consolide un savoir-faire local et réduit la pression liée au délai d'importation. Le projet quitte le registre de l'intention pour entrer dans celui de l'exécution. Le moment de bascule intervient lorsque les effets agrégés deviennent visibles. En moins de 2 ans, les importations militaires chutent d'environ 73%. Cette baisse n'est pas graduelle, elle est abrupte. Elle traduit un basculement du modèle d'approvisionnement. Parallèlement, l'emploi industriel explose. Plus de 12 000 postes directs sont créés, auxquels s'ajoutent des emplois indirects dans la logistique, le transport et la maintenance. Les recettes fiscales du secteur progressent, renforçant la capacité de l'État à financer d'autres priorités. À ce stade, la stratégie d'Ibrahim Traoré produit des résultats mesurables. Les effets qui suivent se manifestent ensuite sur plusieurs plans. Sur le plan opérationnel, l'armée bénéficie d'un approvisionnement plus régulier et d'une maintenance locale plus rapide. Sur le plan économique, les capitaux auparavant dirigés vers l'extérieur sont réinjectés dans l'économie nationale, créant un effet multiplicateur. Sur le plan politique, le pays gagne en marge de manœuvre face aux pressions extérieures liées aux livraisons d'armement. Mais ces répliques ne sont pas uniquement positives. La concentration de sites industriels sensibles pose des défis de sécurité. La nécessité de maintenir des standards internationaux élevés accroît les coûts de formation et de contrôle.
La dépendance au financement public expose le programme à des arbitrages budgétaires difficiles. Chaque avancée génère une nouvelle contrainte. Cette séquence, du lancement au moment de bascule, puis aux effets qui suivent, montre une dynamique rapide et assumée. Elle révèle aussi une fragilité structurelle. Le succès initial crée des attentes élevées et réduit la tolérance à l'échec. La question n'est plus de savoir si le projet existe, mais s'il peut durer. Cette trajectoire accélérée est-elle soutenable dans le temps ou prépare-t-elle un point de tension inévitable? La première mesure structurante sert de point de départ. Avant le lancement de la production locale, le Burkina Faso dépendait presque totalement des importations pour équiper son armée. Après 2 années de mise en œuvre, le delta est net. Les achats d'armement à l'étranger reculent d'environ 73%. Ce chiffre ne décrit pas seulement une économie comptable, il signale un changement de chaîne d'approvisionnement. En réduisant cette dépendance, l'État diminue son exposition aux retards de livraison, aux hausses de prix et aux pressions diplomatiques liées aux fournisseurs. Pour Ibrahim Traoré, ce basculement constitue l'axe central de la souveraineté recherchée. La deuxième mesure concerne l'emploi industriel. Plus de 12 000 postes directs sont créés dans les usines de fabrication et de maintenance, auxquels s'ajoutent des emplois indirects dans la logistique et les services associés. Cette progression rapide transforme le profil du marché du travail local. Elle indique que l'industrie de défense agit comme un pôle d'absorption de main-d'œuvre qualifiée et semi-qualifiée. Chaque poste représente un revenu stable, mais aussi un transfert de compétences techniques. L'effet dépasse donc le seul secteur militaire et irrigue progressivement d'autres activités industrielles. Le troisième indicateur porte sur les flux financiers. La baisse des importations libère près de 200 millions de dollars auparavant versés à des fournisseurs étrangers. Ces ressources sont redirigées vers l'investissement local, l'équipement des usines et la formation. En parallèle, les recettes fiscales issues du secteur de la défense augmentent d'environ 18%. Ce gain budgétaire offre à l'État une marge supplémentaire pour financer des politiques publiques, tout en réduisant la dépendance à l'aide extérieure. Ici encore, la logique défendue par Ibrahim Traoré associe sécurité nationale et équilibre macroéconomique. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec prudence. Une réduction rapide des importations ne garantit pas automatiquement une autosuffisance durable. Elle suppose que les volumes produits localement répondent aux besoins réels de l'armée et respectent des standards de qualité comparables à ceux du marché international. Les indicateurs de productivité apportent un éclairage complémentaire. Sur certains sites, la productivité progresse de plus de 40% en un trimestre, signe d'une montée en compétences accélérée. Dans le même temps, les taux de rejet diminuent à mesure que les équipes se forment et que les procédés sont stabilisés. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire cohérente. Le passage d'un modèle importateur à un modèle producteur génère des effets mesurables sur l'emploi, les finances publiques et la sécurité opérationnelle. Mais cette cohérence reste conditionnelle. Elle dépend du maintien des investissements, de la rigueur des contrôles qualité et de la capacité à absorber les chocs externes. Les chiffres confirment donc une avancée réelle sans pour autant clore le débat sur la solidité du modèle à long terme. Les données parlent, mais leur interprétation reste ouverte. Les critiques du programme s'articulent autour de deux arguments solides qu'il faut considérer sans les minimiser. Le premier concerne la sécurité. Installer des sites de production d'armement dans une région marquée par l'instabilité expose à des risques réels, détournement de matériel, attaques ciblées, diffusion non contrôlée. Selon cette lecture, multiplier les lieux sensibles pourrait accroître la vulnérabilité plutôt que la réduire, surtout dans un environnement sahélien déjà sous pression. Le second argument
économique et sociale. Certains observateurs estiment que les ressources mobilisées pour l'industrie de défense auraient pu être orientées vers des secteurs jugés plus urgents comme l'éducation, la santé ou les infrastructures civiles. Chaque investissement militaire est alors perçu comme un coup d'opportunité. À court terme, la dépendance à un financement public important alimente aussi la crainte d'un modèle peu soutenable si les résultats tardaient à se consolider. Les critiques reposent sur des préoccupations légitimes. Elles soulignent des risques structurels que tout projet de souveraineté industrielle doit affronter. La réponse du gouvernement s'appuie toutefois sur des éléments vérifiables. D'un point de vue sécuritaire, la production locale permet un contrôle plus étroit des flux d'armement que l'importation dispersée, souvent soumise à des intermédiaires multiples. Les audits réguliers et les contrôles qualité imposés sous l'autorité d'Ibrahim Traoré visent précisément à limiter les dérives et à renforcer la traçabilité. Sur le plan économique, la logique défendue est celle d'un investissement productif. Les fonds réaffectés à l'industrie locale génèrent des emplois, des compétences et des recettes fiscales mesurables. Les 12 000 postes créés ne se substituent donc pas mécaniquement aux dépenses sociales, mais élargissent la base économique à partir de laquelle ces dépenses peuvent être financées. La hausse des recettes fiscales du secteur renforce cette capacité. Enfin, l'argument de la soutenabilité repose sur la dynamique observée. La progression rapide de la productivité et la baisse des taux de rejet indiquent une montée en compétences réelles. Le projet ne supprime pas les arbitrages budgétaires, mais il modifie leur cadre. Il transforme une dépense contrainte en levier industriel. La controverse persiste, mais elle révèle surtout d'une question de priorité nationale. Cette souveraineté industrielle est-elle un risque calculé ou une nécessité stratégique? Le cœur du projet n'est plus la capacité à produire, mais la capacité à tenir dans la durée. À ce stade, la bascule stratégique apparaît clairement. Le Burkina Faso ne teste plus une idée, il gère une industrie sensible. La question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si les usines peuvent fonctionner, mais si l'écosystème peut absorber la complexité croissante des volumes, des contrôles et des risques. C'est ici que la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré entre dans une zone décisive. Ce point médian révèle un déplacement du centre de gravité. Les premiers succès, visibles dans la baisse des importations et la création d'emplois, ont créé des attentes fortes, internes comme externes. En retour, chaque dysfonctionnement potentiel devient plus coûteux politiquement et économiquement. La montée en puissance industrielle impose une gouvernance plus rigoureuse, une coordination accrue entre sécurité, production et finances publiques. Cette révélation change aussi la lecture régionale. Le projet n'est plus perçu comme une expérience isolée, mais comme un signal adressé à d'autres États africains. S'il tient, il devient une référence. S'il vacille, il sert d'avertissement. À ce stade, Ibrahim Traoré ne porte plus seulement une politique nationale, mais une hypothèse continentale. Le milieu du chemin est souvent le plus risqué. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et stratégique. La baisse rapide des importations d'armement allège la contrainte extérieure et réduit l'exposition aux aléas diplomatiques. Les fonds auparavant dirigés vers des fournisseurs étrangers sont réorientés vers l'investissement productif, la formation et la maintenance. Cette recomposition améliore la capacité de planification publique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État gagne en marge de manœuvre, mais assume aussi une responsabilité accrue. Piloter une industrie sensible exige des contrôles constants et une transparence renforcée. Pour les forces de défense, l'effet est opérationnel. Un approvisionnement plus régulier et une maintenance locale plus rapide améliorent la disponibilité des équipements. Les délais liés aux pièces importées se réduisent, ce qui limite les immobilisations coûteuses. En contrepartie, la qualité devient un enjeu central.
Les standards doivent rester élevés pour éviter que l'autonomie industrielle ne se traduise par une fragilisation des capacités militaires. L'armée se trouve ainsi au cœur d'un équilibre délicat entre souveraineté et exigences techniques. Pour le tissu économique et les entreprises locales, les retombées sont multiples. Les usines de défense stimulent des secteurs connexes: transport, logistique, services techniques, formation. Les plus de 12 000 emplois directs créés agissent comme un noyau autour duquel se développent des compétences transférables. Cette dynamique renforce la base industrielle nationale. Toutefois, elle reste concentrée géographiquement et sectoriellement, ce qui pose la question d'une diffusion plus large des bénéfices vers d'autres régions et activités. Pour les citoyens, enfin, l'impact est plus indirect mais tangible. Les emplois industriels offrent des revenus stables et des perspectives professionnelles à des jeunes souvent confrontés à l'informalité ou à l'émigration. La hausse des recettes fiscales, estimée à environ 18% pour le secteur concerné, permet de financer des services publics essentiels, notamment dans l'éducation et la santé. En même temps, certains craignent que la priorité donnée à l'industrie militaire ne détourne l'attention d'autres urgences sociales. Ces quatre lectures convergent vers un constat commun. Le projet transforme simultanément l'État, l'armée, l'économie et la société. Il crée des gagnants visibles et des interrogations persistantes. Les bénéfices sont réels, mais conditionnés à une gestion rigoureuse et à une capacité d'ajustement permanente. La question n'est plus l'impact, mais sa répartition et sa durabilité. Dans une première trajectoire, la plus probable, prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure. La production locale continue de croître à un rythme maîtrisé, suffisante pour couvrir l'essentiel des besoins nationaux, mais encore limitée pour l'exportation. Les importations poursuivent leur recul, mais plus lentement. Les emplois existants se stabilisent, les gains de productivité progressent par paliers et les audits qualité restent centraux. Dans ce cadre, la stratégie portée par Ibrahim Traoré consolide l'autonomie sans transformer radicalement la position régionale du pays. La souveraineté progresse mais reste essentiellement nationale. Dans une trajectoire plus optimiste, on suppose une montée en puissance plus rapide des capacités industrielles, soutenue par des investissements continus et une gouvernance efficace. Les volumes produits atteignent un seuil permettant non seulement de sécuriser l'approvisionnement interne, mais aussi d'envisager des partenariats régionaux. Les standards de qualité se rapprochent durablement des références internationales, réduisant les taux de rejet et renforçant la crédibilité du modèle. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso devient un acteur reconnu de la défense africaine et le projet initial se transforme en levier d'influence économique et politique au-delà de ses frontières. Enfin, dans une trajectoire plus pessimiste, tout reposerait sur l'émergence de contraintes fortes: pressions diplomatiques accrues, difficultés budgétaires ou dégradation sécuritaire autour des sites industriels. La production stagne, les coûts augmentent et la dépendance au financement public devient plus lourde. Les critiques sur l'allocation des ressources gagnent en visibilité et l'État est contraint de rééquilibrer ses priorités. Dans ce cas, la souveraineté industrielle recule partiellement, sans toutefois effacer les acquis initiaux. Ces trois trajectoires partagent un point commun: aucune n'est automatique. Leur réalisation dépend de choix de gestion, de la capacité à maintenir des contrôles rigoureux et de l'aptitude à ajuster le projet aux contraintes changeantes. La variable clé n'est pas uniquement industrielle, mais institutionnelle. Une recommandation de lecture s'impose alors: observez moins les annonces que les mécanismes. Si les audits, la formation et la transparence progressent au même rythme que la production, la trajectoire haute reste crédible. Sinon, le scénario de base, voire le repli, devient probable. L'avenir se jouera dans l'exécution, pas dans l'intention.
Chez une partie des jeunes urbains, le projet se traduit par une perspective concrète d'emploi qualifié. Les formations techniques intégrées aux ateliers ouvrent des trajectoires professionnelles plus stables que l'économie informelle. L'apprentissage de procédés industriels, de la maintenance à la logistique, crée un capital de compétences transférables. Pour ce public, l'enjeu n'est pas idéologique mais pragmatique. Accéder à un revenu régulier et à une qualification reconnue. Pour les familles directement concernées, l'impact est plus immédiat. Un emploi industriel stabilise les revenus et réduit l'incertitude quotidienne. Cette stabilité a des effets en chaîne sur la scolarisation, la santé et la consommation locale. Même lorsque le travail est exigeant, la visibilité à moyen terme change les arbitrages familiaux. Le projet industriel devient alors un facteur social, au-delà de sa dimension militaire. Pour les acteurs économiques locaux, notamment les petites entreprises de services, les retombées sont indirectes mais réelles. Transporteurs, fournisseurs, maintenance et restauration bénéficient d'une demande plus prévisible. Cette dynamique renforce certains bassins d'activité, mais laisse d'autres territoires en marge, soulevant la question d'un développement encore inégal. Pour les citoyens plus éloignés du secteur, la perception reste ambivalente. D'un côté, la hausse des recettes fiscales et la réduction de la dépendance extérieure nourrissent un sentiment de fierté nationale. De l'autre, subsistent des interrogations sur les priorités publiques. Certains attendent des effets plus visibles sur les services essentiels et restent attentifs à la répartition des bénéfices. Ces regards croisés montrent que le projet n'est pas vécu de manière uniforme. Il crée des opportunités tangibles pour certains, des attentes prudentes pour d'autres. Sa légitimité sociale dépendra de sa capacité à élargir progressivement ses retombées et à répondre aux préoccupations quotidiennes. L'adhésion se construit moins par les discours que par les effets ressentis. La consolidation du projet passe d'abord par une gouvernance claire. La première étape consiste à institutionnaliser les audits réguliers avec des indicateurs publics de qualité, de productivité et de sécurité. Ces audits ne doivent pas être perçus comme des sanctions, mais comme des outils de pilotage. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ils servent à aligner les objectifs industriels avec les exigences opérationnelles de l'armée et les contraintes budgétaires de l'État. La deuxième étape concerne la formation. La montée en compétences observée doit être sécurisée par des programmes continus associant ateliers, centres techniques et institutions éducatives locales. L'objectif est de transformer des savoir-faire naissants en compétences durables, transmissibles d'une génération de techniciens à l'autre. Cette continuité réduit la dépendance aux experts extérieurs et stabilise la qualité de la production. La troisième étape porte sur la sécurité des sites. Protéger les installations, les flux de matière et les produits finis est indispensable pour éviter les détournements et renforcer la crédibilité internationale du programme. Cela implique une coordination étroite entre forces de défense, gestionnaires industriels et autorités locales avec des protocoles clairs et évaluables. La quatrième étape vise la diversification des usages. Les technologies développées pour la défense peuvent irriguer d'autres secteurs industriels, notamment la maintenance lourde, la mécanique ou la logistique avancée. Cette diffusion élargit l'impact économique et réduit le risque d'enfermement dans un seul secteur. Enfin, une cinquième étape consiste à construire une coopération régionale maîtrisée. Partenariats techniques, échanges de compétences et projets communs permettent de mutualiser les coûts et d'augmenter les débouchés, sans compromettre la souveraineté. Cette feuille de route transforme une ambition politique en trajectoire opérationnelle. Le fil conducteur de cette trajectoire ramène aux ateliers évoqués plus tôt, là où des techniciens ajustent des machines et traduisent une décision politique en gestes quotidiens. Ce sont ces lieux,
discret mais décisif, qui incarne le mieux le pari engagé. Derrière les chiffres, la souveraineté industrielle prend la forme d'un apprentissage patient, fait d'erreurs corrigées, de standards assimilés et de routines stabilisées. Le projet porté par Ibrahim Traoré se mesure autant à cette constance qu'aux résultats agrégés. Ce rappel recentre l'analyse. La transformation ne repose pas uniquement sur des décrets ou des indicateurs macroéconomiques, mais sur la capacité à faire durer un effort collectif. Chaque atelier qui fonctionne, chaque compétence consolidée, réduit un peu plus la dépendance extérieure et renforce la crédibilité de l'ensemble. À l'inverse, chaque relâchement dans la qualité ou la gouvernance fragilise l'édifice. L'émotion, ici, n'est pas spectaculaire. Elle tient dans la normalisation d'une ambition autrefois jugée irréaliste. Voir une industrie émerger là où dominait l'importation change la perception du possible pour le pays comme pour la région. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette expérience devient un symbole mesuré, ni triomphaliste ni résigné. La réussite durable se construit dans la continuité. Au terme de cette analyse, le projet burkinabé apparaît moins comme une rupture spectaculaire que comme une invitation à réfléchir autrement à la souveraineté. Produire localement des équipements militaires n'est pas une fin en soi, mais un moyen parmi d'autres pour reprendre prise sur des choix stratégiques longtemps externalisés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette démarche pose une question plus large, qui dépasse le cadre national. Elle interroge la capacité des États à transformer des contraintes en leviers, à investir dans des compétences locales plutôt que dans des solutions importées, et à accepter le temps long nécessaire à toute industrialisation crédible. Elle invite aussi à observer avec attention, sans idéalisation ni rejet automatique, ce que deviennent ces expériences lorsqu'elles sortent du champ des annonces pour entrer dans celui de la gestion quotidienne. Pour le lecteur, l'enjeu est moins d'adhérer à un modèle que d'en tirer des enseignements. Dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, quelle dépendance pourrait être réduite par un effort comparable? Quels risques seraient acceptables et à quelles conditions? La souveraineté ne se proclame pas. Elle se teste, se corrige et se mesure dans le temps.